Lundi 8 janvier 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La lutte contre le braconnage monte ses fruits dans certains pays d'Afrique. Au Rwanda, les gorilles de montagne, autrefois en voie de disparition, connaissent un rétablissement impressionnant. À suivre dans un instant. Du côté de la Tunisie, ce sont les récifs coralliens de mer qui sont menacés de disparition à cause du braconnage. Ces minuscules animaux marins sont utilisés dans la fabrication de bijoux et autres accessoires. Et puis l'Allemagne est un bon élève en termes d'écologie en 2023. Le pays a enregistré l'année dernière une baisse record de ses émissions de dioxyde de carbone en 70 ans. Les gorilles de montagne du Rwanda connaissent un rétablissement impressionnant après des décennies de menaces par l'homme. Ils étaient autrefois menacés par le braconnage, les conflits armés et les maladies. Ces primates prospèrent désormais grâce à des efforts de conservation dévoués. Léon Sagbo nous en parle. Au sein de la chaîne de Virunga, des rangers guident un groupe de touristes à travers la forêt tropicale à la recherche de l'une des espèces les plus menacées du monde, notamment le gorille des montagnes. En dépit de la difficile météo, ils continuent leur chemin, guidés par Patience Dusabi Mana, un guide des gorilles. Il donne des informations précieuses à propos de l'interaction avec ces créatures majestueuses, comme faire attention quand on entend un dos argenté faire le A ou ne pas l'approcher quand il tousse, car ceci veut dire qu'il veut qu'on recule. Plus loin dans la forêt, ils aperçoivent les gorilles et le guide qui travaille avec eux depuis 2 décennies s'étonne de leur relation étroite avec les humains. Bien qu'ils soient génétiquement semblables, ces gorilles étaient confrontés au braconnage et au conflit en République démocratique du Congo. En 2008, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, a estimé le nombre de gorilles de montagne à l'état sauvage à 680. Cependant, les récents efforts ont porté leurs fruits. Dusabi Mana a noté l'augmentation de leur population à 1063 lors des recensements en 2018. Les patrouilles anti-braconnage et la suppression des pièges sont des initiatives de conservation qui ont permis l'essor de la population des gorilles. Le dernier incident de braconnage de gorilles au Rwanda en 2002 marque une importante étape dans la réussite de la conservation. Le guide explique qu'ils ont besoin de socialisation et souligne aussi le bien fondé des efforts de conservation pour la suivi de ces créatures car ils peuplent des zones entourées de terres fortement cultivées, présentant ainsi des risques permanents. Même si les défis existent toujours, on espère que ces majestueux gorilles de montagne continueront de prospérer pendant des générations à venir, montrant le succès de l'engagement du Rwanda en faveur de la conservation. Contrairement au Rwanda, le braconnage sévit toujours en Tunisie. Déjà menacés par le phénomène mondial du changement climatique, les récifs coralliens de la mer tunisienne sont confrontés à une exploitation illégale. La raréfaction des plongeurs professionnels et la valeur marchande des coraux sont présentés comme les principaux facteurs du braconnage de ces minuscules animaux marins vivant en colonie. Regardez. À Tabarka, comme dans les autres villes côtières du nord de la Tunisie, les corailleurs peinent à payer leurs charges face à l'augmentation des coûts de logistique. Les prix de l'hélium nécessaires pour la plongée profonde ont quadruplé en 10 ans, poussant bon nombre de pêcheurs professionnels de corail à abandonner l'activité. Une situation qui profite aux contrebandiers qui ne s'acquittent d'aucune contrainte fiscale et réglementaire. Ces derniers bénéficient en plus de la valeur marchande des coraux avec des prix à l'export pouvant atteindre 5 000 € le kilogramme. Dans leur quête vers l'or rouge, les pêcheurs illégaux emploient des techniques non durables et non respectueuses de la biodiversité. Cela consiste à traiter des grosses chaînes sur lesquelles on accroche des morceaux de filet. Ces grosses chaînes sont à leur tour tractées par des unités de pêche, notamment des bateaux d'environ 10 mètres de long, dotés de moteurs de 200 à 300 chevaux.
Pour mettre fin à cette pratique, des unités de la Marine nationale tunisienne multiplient des opérations de surveillance et d'interpellation d'embarcations de pêche de corail sans autorisation. Cela a permis, entre autres, la saisie de 12,7 kg de corail le 13 octobre 2023 au port de pêche de Zerzourna, situé au nord de la Tunisie. C'est dans cette même région que les autorités tunisiennes ont démantelé un réseau de trafic international en possession d'un butin de 600 kg de corail d'une valeur de 2 millions d'euros. Les trafiquants s'apprêtaient à exporter la cargaison vers l'Italie, principale destination des coraux méditerranéens. Ces invertébrés marins aux squelettes externes en calcaire y sont transformés en bijoux, notamment des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles et des bagues. Le corail est un minuscule animal marin qui vit en colonie avec d'autres individus de son espèce. Ceux-ci forment des récifs coralliens essentiels à l'équilibre biologique de l'océan, en ceci qu'ils abritent près de 25% des espèces marines. Mais outre le braconnage et d'autres causes humaines telles que la pollution ou encore la surpêche, les écosystèmes coralliens sont menacés de disparition partout dans le monde à cause du changement climatique. D'après une étude publiée en décembre 2021, en marge de la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26, les récifs coralliens vivent et prospèrent à des températures comprises entre 27 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. Si la température dépasse ces limites, les récifs blanchissent et finissent par mourir. En Égypte, l'hydrogène vert suscite de plus en plus d'intérêt dans les équations énergétiques. Pour implanter cette industrie au pays des pharaons et encourager les investissements dans ce domaine, le gouvernement égyptien a commencé depuis juillet 2021 l'élaboration d'une stratégie nationale de production de l'hydrogène vert à 42% d'ici 2035. Irène Papadine. L'Égypte entend porter la contribution des énergies renouvelables dans son mix énergétique de 20% en 2022 à 42% d'ici 2035. Dans ce sens, la Commission de l'énergie et de l'environnement de la Chambre des représentants a approuvé le 25 décembre 2023 un projet de loi relatif à l'incitation au projet d'hydrogène vert et à ses dérivés. Ce projet de loi, initié en 2021, prévoit des incitations fiscales et non fiscales pour des projets de production d'hydrogène vert et de ses dérivés tels que l'ammoniac vert et le carburant vert. Selon les chiffres avancés par le Centre des informations et de soutien de la prise de décision, affilié au Conseil des ministres d'hydrogène vert, devrait ajouter entre 10 et 18 milliards de dollars au PIB de l'Égypte d'ici 2050 et créer près de 100 000 nouveaux emplois. Avec la mise en œuvre du projet d'énergie vert, l'Égypte ambitionne de contribuer de manière significative à la réduction des émissions de carbone en visant une diminution de 40 millions de tonnes par an. Dans ce contexte, l'Égypte se classe comme 5e pays au monde arabe dans l'indice de l'hydrogène vert de Fitch Solutions 2022. D'après Khaled El Zakati, doyen de la faculté des transports et de la logistique, le pays a reçu environ 41 milliards de dollars de la part des entreprises internationales pour renforcer ses capacités. Et avec cette forme d'hydrogène, il n'y a presque pas d'émissions de carbone par rapport aux énergies fossiles. Pour rappel, la première usine de production d'hydrogène vert sur le continent africain a été inaugurée en novembre 2022 dans la zone économique du canal de Suez. Sa capacité de production est d'environ 15 000 tonnes d'hydrogène vert qui serviront de matière première pour la production de 90 000 tonnes d'ammoniac vert par an. Au Niger, la mine d'uranium géante exploitée par l'entreprise française Orano a décidé d'anticiper ses activités de maintenance dans son usine de la Somaïr où ses stocks de produits chimiques diminuent. L'industriel français y a stoppé sa production de concentré d'uranium. Orano rassure que ses activités dans sa mine se poursuivent normalement. Suivant. Les premiers effets du coup d'État survenu le 26 juillet au Niger se font sentir sur la production d'Orano dans le pays.
L'industriel français a annoncé avoir anticipé ses activités de maintenance dans son usine de la Somaïr en raison de l'aménagement de ses stocks de produits chimiques. La mine est toujours en pleine activité et l'usine a été provisoirement mise en opération de maintenance anticipée. Les opérations de maintenance qui ont eu lieu tous les ans devraient initialement démarrer début 2024, a indiqué le groupe, ajoutant que la Somaïr maintenait ses activités avec ses salariés et une partie de ses sous-traitants. L'entreprise française avait interrompu sa production de concentré d'uranium dans son usine de la Somaïr en raison des sanctions internationales prises à la compte de la junte militaire après sa prise de pouvoir. Quelques jours après que les militaires putschistes ont annoncé prendre le pouvoir, Orano avait indiqué que ses activités se poursuivaient normalement au Niger. Le groupe ne se montrait pas inquiet vis-à-vis de l'avenir de l'accord de partenariat signé entre l'État nigérien au mois de mai. Ce dernier prévoyait la prolongation de l'exploitation de la mine d'uranium de la Somaïr jusqu'en 2040, année de son épuisement. Il décalait également le début de l'exploitation de l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, Imouraren, pour notamment augmenter sa rentabilité et diminuer son impact environnemental à l'aide d'une enveloppe de 85 millions d'euros destinée à créer 2 pilotes d'extraction d'uranium par pompage. Le Niger représente 4,7% de la production mondiale d'uranium. Il a fourni autour de 15% des approvisionnements français lors de la dernière décennie. Mais pas de quoi s'inquiéter d'un éventuel retrait d'Orano dans le pays selon l'agence européenne Euratom. Celle-ci a confirmé l'absence de risque immédiat pour la sécurité de la production électronucléaire à court terme à l'échelle mondiale. Une telle situation aurait surtout des conséquences économiques dommageables pour l'industriel tricolore, même si le pays ne comptait en 2022 que moins d'un sixième de sa production. L'Allemagne, à l'instar de la France, finit l'année 2023 sur un bon résultat en termes d'écologie. La Confédération germanique a enregistré l'année dernière une baisse record de ses émissions de dioxyde de carbone en 70 ans. Un bon résultat qu'il faudra maintenir dans la classe Europe. Viva Samana pour plus d'explications. L'Allemagne, qui est la première puissance industrielle d'Europe, a affiché en 2023 un taux d'émission de CO2 de 673 millions de tonnes, soit son plus bas niveau depuis les années 1950. C'est ce qui est révélé dans une étude du groupe d'experts Agora Energy Wende. C'est une bonne nouvelle qui symbolise une transition écologique réussie. Mais d'après Camille Defar, la chef du centre énergie de l'Institut Jacques Delors, l'heure n'est pas encore à la célébration. Elle précise que le rapport fait un état de constat plus nuancé. Il est montré que l'origine de la baisse des émissions n'est due aux politiques écologiques que sont les déploiements d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et la sobriété qu'à hauteur de 15%. La majeure partie de la baisse est attribuée à une chute de la demande en électricité des énergies énergo-intensives. L'autre raison de cette baisse de CO2, selon le groupe d'experts, est la forte diminution de la production d'électricité à partir du charbon. En effet, avec une volonté politique affichée de fermeture des centrales à charbon en 2038, Berlin a baissé la part du charbon de 26% en 2023 contre 36% en 2022. Pour les scientifiques, les bons résultats de l'Allemagne sont le fruit d'une volonté politique avec le concept d'économie sociale et écologique qui est en priorité de la coalition au pouvoir depuis 2021. Notons que l'Allemagne a importé plus d'électricité en 2023. Mais pour la première fois de son histoire, la Confédération germanique a produit plus de la moitié d'énergie renouvelable pour ses besoins en électricité. Un résultat remarquable avec un objectif ambitieux d'obtenir 80% d'électricité d'origine renouvelable en 2030. L'Allemagne a réussi à développer du solaire et de l'éolien en très peu de temps et cela montre que ce déploiement massif est possible, rentable et bon pour la sécurité énergétique du pays. Mukhtar Babayev, ministre de l'écologie de l'Azerbaïdjan, a été nommé président de la 29e conférence de l'ONU sur le climat qui aura lieu en novembre prochain à Bakou. Le prochain président de la COP29 serait un ancien membre de la compagnie pétrolière nationale. C'est la deuxième année consécutive qu'une COP sur le climat sera présidée par un homme ayant des liens avec la compagnie pétrolière nationale. Rafietou Mbéré.
Le président de la prochaine conférence de l'ONU sur le climat est désormais connu, son Excellence Mukhtar Babayev, ministre de l'écologie et des ressources naturelles, ancien de la compagnie pétrolière nationale SOCAR, est nommé président de la 29e conférence de l'ONU sur le climat qui se tiendra en novembre prochain à Bakou, capitale et pôle commercial de l'Azerbaïdjan. Ce sera la deuxième année de suite qu'une COP sur le climat est présidée par un homme ayant de hautes responsabilités dans la compagnie pétrolière nationale de son pays. Le président sortant de la COP 28 a d'ailleurs félicité son homologue Mukhtar Babayev qui a présenté son pays aux négociations de Dubaï. Le gouvernement azerbaïdjanais a également nommé le vice-ministre des Affaires étrangères Yalchin Rafiev comme négociateur en chef pour la COP 29. Les COP sont organisées chaque année dans une zone différente et les pays hôtes sont désignés par consensus par les pays de la zone. En 2023, les pays asiatiques avaient désigné les Émirats et cette année, après des mois de blocage, c'est finalement l'Azerbaïdjan qui a été désigné par les pays d'Europe de l'Est qui inclut la Russie. Les présidents de la COP, historiquement, ont tous été ministres ou des diplomates jusqu'à l'exception de 2023. Les forêts boréales de la Finlande sont menacées par les scolites, des insectes minuscules qui ravagent tout autour des conifères. Favorisés par le réchauffement climatique, ces ravageurs s'attaquent au Pisas abies, l'une des espèces d'arbres les plus répandues en Finlande. Ceux-ci menacent ces forêts, aussi précieuses pour la planète que pour les forêts amazoniennes. Retrouvons Rafietou Bereko. Les forêts boréales, aussi précieuses pour la planète que la forêt amazonienne, sont ravagées par les scolites. Ces petits insectes de couleur marron s'en prennent au Picea abies, l'une des espèces d'arbres les plus répandues en Finlande, et détruisent lentement des bois. Les coléoptères dévorent absolument tout autour des conifères et finissent par les tuer en empêchant l'eau et les nutriments venant du sol d'atteindre les branches en hauteur. Ces insectes ont fait des ravages à travers l'Europe centrale et orientale, surtout à partir de 2018, a déclaré Marcus Melin, un scientifique de l'Institut des ressources naturelles de Finlande. Des morceaux de leurs écorces se décollent, des brindilles tombent des branches mortes, creusant pour pondre leurs œufs. La menace est habituellement bien plus importante dans le sud de la Finlande, mais l'été torride de 2021 a vu les scolites faire des ravages très au nord dans la région de Kenu. C'est un phénomène bien connu. Les scolites des conifères sont l'une des espèces qui profitent le plus du réchauffement climatique pour se répandre, a affirmé Marcus Melin. Ces coléoptères choisissent les arbres déjà affaiblis par des étés torrides et manquant d'eau, tandis que les hivers de plus en plus chauds et l'absence des sols gelés rendent difficile la protection des arbres face aux tempêtes. Le climat de plus en plus chaud accélère en outre le cycle de vie des scolites. Leur taux de mortalité baisse et ils se reproduisent bien plus vite, a déploré Marcus Melin. S'ils choisissent d'abord les arbres les plus faibles, une fois devenus très nombreux, les scolites s'en prennent aux arbres en bonne santé. Le scientifique de l'Institut des ressources naturelles de Finlande déplore également que si les gardes forestiers ne réagissent pas à temps en retirant les arbres les plus faibles, tout d'un coup les scolites devenus très nombreux sont en mesure de s'en prendre aux arbres en bonne santé. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Green TV International. Au revoir.